Table, c'est votre espace de radioscopie de l'actualité sociopolitique avec des personnalités de grande réputation. Carte sur Table, c'est aussi une émission interactive qui vous permet de poser des questions à nos invités. Carte sur Table, c'est tous les dimanches à partir de 9h sur la 88.6, sur nos plateformes digitales YouTube, groupe de presse Le Matinal et sur Facebook et Radio Océan 88.6 MHz. Océan FM, le défi continue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette tribune de décryptage de l'actualité. Au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon imprime une dynamique de réformes dans tous les secteurs et d'activités avec pour ambition de moderniser le paysage du Bénin, de promouvoir la bonne gouvernance et l'état de droit dans le pays. Avec mon invité, Dr Paul-Marie Rossou, théoricien de la gouvernance d'État, nous allons analyser et décrypter le récent processus électoral qui a permis l'élection des députés de la 9e législature. Ensuite, nous ferons le lien avec la gouvernance parlementaire à l'aune des escarmouches déjà notées dès les premières semaines entre la majorité et la minorité, puis bien entendu l'actualité qui défraie quelque peu la chronique ces dernières semaines avec l'installation de la délégation au contrôle de la déontologie et puis à l'éthique dans les universités publiques et privées du Bénin sera effectivement décryptée. La régie. Carte sur Table, le débat. Docteur Paul-Marie Rossou, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. Merci de m'avoir invité aussi. Alors vous observez l'actualité dans votre pays depuis plusieurs années maintenant. Vous avez fait l'option d'investir le champ de la recherche académique et scientifique pour pouvoir proposer des pistes de réflexion au gouvernement, mais également essayer donc de façonner, disons, l'esprit de vos concitoyens à travers la production intellectuelle. Je l'avais annoncé à l'entame de cette émission, vous êtes théoricien de la gouvernance d'État. Nous allons d'abord parler avec vous de la notion de la démocratie. Alors, quelle conception devons-nous faire quand on évoque cette notion qui parfois balbutie d'un espace à un autre selon, disons, un gouvernant à un autre? Oui, il faut déjà que je dise bonjour à tous les auditeurs et de dire que je me sens heureux de retour dans cette maison qui m'avait quand même fait un peu de journalisme dans le temps. Et je voudrais d'entrée donc parler de la notion de démocratie. Il faut commencer par dire que la démocratie c'est un concept c'est un système politique qui a été conçu depuis des années par différents auteurs. On parlera de Montesquieu, on parlera d'autres, Jean-Jacques Rousseau, on parlera d'autres auteurs qui en ont parlé. Maintenant, quant à ce que on traduise la démocratie dans les faits, c'est avec surtout les États-Unis et avec le passage de la colonie, des colonies de l'Amérique, les colonies de la Grande-Bretagne bien sûr, voulant passer donc à un système et à une indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne, ont décidé donc d'aller dans cette convention qu'on appelait la Convention de Philadelphie, et qui a donné naissance donc à une constitution, et cette constitution est une constitution qui créait un État. Il voulait donc se départir de la monarchie tout en gardant la forme d'une gouvernance qui est dirigée par quelqu'un. Et pour ce faire, donc ils ont créé un État à trois branches, un gouvernement pardon à trois branches, parce que quand on parle de gouvernement aux États-Unis, on parle de l'ensemble des institutions, donc à savoir le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Et donc c'est ces trois branches qui font le gouvernement. Et le gouvernement est donc un système dans lequel
on distribue les pouvoirs, de sorte que la personne qui donc est appelée à conduire la destinée du pays ne devienne pas un monarque, donc ces pouvoirs soient contrebalancés par les autres institutions. Donc le judiciaire fera le travail du judiciaire pour contrer, pour voir si les actes posés par l'exécutif sont des actes légaux et qui rentrent dans l'esprit de la Constitution qui a été installée. Et puis le législatif donc prend les lois et il faut aussi contrôler et voir si ces lois-là rentrent dans le cadre, pour qu'on ne tombe pas dans un régime parlementaire, mais qu'on ne tombe pas non plus dans un régime excessif du point de vue de l'exécutif. Et de l'autre côté, il faut aussi contrôler ce pouvoir qui contrôle les uns les autres, c'est-à-dire que on ne peut pas tomber dans la République des juges. Et donc, l'exécutif et le législatif ont aussi le pouvoir de contrôler et d'influencer donc le pouvoir des juges. Alors, de ce qu'il faut retenir de la démocratie, et on a souvent défini la démocratie avec cette citation d'Abraham Lincoln qui dit que la démocratie c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Et notre Constitution a repris pratiquement cela à l'article 2, dans l'ancien comme la Constitution révisée, à l'article 2 de la Constitution, le gouvernement du Bénin est un gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple. Donc notre Constitution a repris cela, c'est le fondement même de la démocratie béninoise. Et cela se traduit aussi par le fait que, donc quand on dit le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple, c'est-à-dire que on fait du peuple donc le souverain. J'ai entendu dire malheureusement des politiques de notre temps qui nous avaient beaucoup parlé de démocratie quand ils n'étaient pas encore à l'exercice du pouvoir, venir nous parler quand ils ont maintenant rejoint le pouvoir de souverain qui devait être le chef de l'exécutif. Non, le chef de l'exécutif n'est pas le souverain c'est le peuple. L'exécutif, le chef de l'exécutif est le chef du gouvernement, est le chef de l'armée et puis de tout ce que nous lui avons donné comme attribut. Et cela donc ne fait pas de lui celui qui est au centre et au cœur de tout. Le pouvoir du peuple, pour le peuple, pas le peuple, cela ne peut être garanti que la distribution du pouvoir dans les différentes branches, à savoir le législatif, le judiciaire et bien sûr l'exécutif. Lorsqu'on vous écoute, on se rend compte que dans l'essence même de la démocratie, la notion du pouvoir absolu, du pouvoir ramené à soi n'existe pas. Non, ça n'existe pas du tout et c'est ça le problème. C'est ça le problème, ça n'existe pas du tout. Le pouvoir, en fait, c'est le peuple qui est souverain. Et le peuple, c'est les citoyens. Les différents citoyens qui constituent le corps électoral, mais aussi au-delà de ça, tous les autres citoyens qui font la nation. Alors, il faut protéger le citoyen de l'abus du pouvoir, autant de l'abus du pouvoir législatif que de l'abus du pouvoir judiciaire, que de l'abus du pouvoir exécutif. Donc, pour le faire, c'est pour ce faire que les institutions sont séparées et on parle de pouvoir séparé. Et si vous vous rappelez, nous avions eu dans les années 80, 70, et puis avant cela un peu, nous avons eu un pouvoir où le chef de l'exécutif, le chef était le chef du parti unique, et puis tout, et tout se ramenait à lui. Alors vous parlez de la période révolutionnaire. Avant, ou bien sûr l'ère de la démocratie. Donc nous avons eu cette période-là où le pouvoir était concentré dans les mains d'un individu. Et pour un peu mettre fin à cela, on a décidé qu'il y ait donc une distribution du pouvoir, mêmement dans les branches donc du gouvernement, pour que
justement, il n'y ait pas d'abus tel que nous en avons eu sous la Révolution, où, vous le savez bien, c'est Mathieu Kérékou, le mastodonte, le tout-puissant, qui, disons, gérait le pays. On parlait en ce moment même d'hommes forts. Si vous vous rappelez, le terme était très en vogue dans tous les pays d'Afrique, et cela fait partie, justement, l'homme fort, le concept de l'homme fort fait partie des concepts que moi j'ai développé dans ma thèse. Le concept de l'homme fort, c'est un être socio-psychologique qui, disons, prend le pouvoir et qui a des traits caractéristiques, l'homme fort, qui a des traits caractéristiques et qui veut le pouvoir et la totalité du pouvoir pour lui. Un certain nombre de traits caractéristiques, je crois, j'en ai traité 25, je crois, en ajoutant bien sûr certains traits qui ont été déjà développés par d'autres chercheurs britanniques surtout, et ils avaient développé, je crois, 14 traits caractéristiques de l'homme fort, et puis moi de l'homme fort, puis moi j'en ai ajouté 11 autres pour avoir 25 traits caractéristiques. Alors, l'homme fort, c'est le problème des démocraties. L'homme fort. Des démocraties occidentales ou des démocraties africaines? Quel que soit le pays. L'homme fort est le problème des démocraties. Donald Trump, ne l'oubliez pas, c'est l'homme fort. Il est entré dans la peau de l'homme fort. Dans un pays où justement le pouvoir n'est pas conçu pour les hommes forts. Le pouvoir est démocratique. Vous voyez, quand vous prenez les pouvoirs démocratiques, ce sont des pouvoirs qui sont un peu comme à l'horizontale. Ok, mais le pouvoir autoritaire est plutôt à la verticale. Et le pouvoir autoritaire que on avait exercé ici, dans notre pays, je reviens un peu au Bénin pour parler du Bénin, qu'on avait exercé ici, le pouvoir autoritaire vertical exercé par Mathieu Kérékou, le président Mathieu Kérékou bien sûr, dans les années 80-90, on a voulu mettre fin à ça et donc retrouver un pouvoir à l'horizontale où les institutions s'équilibrent en termes d'exercice de pouvoir, pour permettre aux citoyens d'être protégés. Parce que si il y a abus quelque part, c'est le citoyen qui en souffre, en réalité. Mais à l'exercice du pouvoir, depuis Soglo, depuis après Soglo, je vais dire, depuis après le président Soglo, à l'exercice du pouvoir... Depuis 1996. Ah oui, depuis 1996, avec le retour de Kérékou au pouvoir. Voilà, donc nous avons restauré le pouvoir dans sa verticalité. Depuis 1980. Quels sont les éléments qui vous permettent, disons, de postuler cette restauration, voilà, du pouvoir dans sa verticalité? Oui, vous allez constater que au moment où le président Soglo était au pouvoir, si vous observez bien, le pouvoir législatif était vraiment jaloux de ses attributs et était très fort face au pouvoir exécutif. Le judiciaire aussi disons, faisait la différence par rapport aux deux et voulait son autonomie. En fait, nous étions dans une phase où on venait de sortir de la conférence nationale et chacun voulait vraiment exercer le pouvoir dans l'esprit de la conférence nationale, mais aussi dans l'esprit des textes que nous avons pris dans le temps. C'était aussi une quête d'affirmation d'identité. Absolument, absolument. Et c'est ça qui a donné le bon départ à notre démocratie. Mais ce qui s'est passé avec l'arrivée de Kérékou, il faut le dire, moi je fais partie de ceux qui ont milité contre Soglo, contre le président Soglo, puisque nous étions à l'université en ce moment, dans les années 80, 90 en tant qu'étudiant. Bon, on y est encore, mais même plus en tant qu'étudiant. Alors, donc, je fais partie de ceux qui ont sérieusement milité contre le président
Soglo, parce que, vous voyez, le président Soglo revenait de la Banque mondiale en ce temps-là et devrait nous asséner des recettes de la Banque mondiale. Donc, il faut supprimer les bourses, il faut supprimer ceci, il faut supprimer cela. Bon, aujourd'hui, on le fait hein, sans tambour ni trompette, mais en son temps, nous, on avait dit non, que nous ne voulons pas de ça. Et je me plais de dire que je vois beaucoup de gens autour du président Talon aujourd'hui, qui ont même conduit le mouvement estudiantin dans le temps, mais qui aujourd'hui sont là et ont fait les mêmes choses à nos jeunes frères sans crier gare en réalité, pour parler un peu avec le langage des jeunes. Alors, donc, le président Kérékou, arrivé au pouvoir, a tout de suite dit qu'il fallait, d'abord il est arrivé au pouvoir avec une coalition à laquelle s'est ajouté un parti qui n'était pas au préalable prévu pour aller dans ce sens-là, dans le sens du président Soglo, je veux dire le PRD. Okay. Il y avait déjà la coalition de Tevo Idré, Albert Tevo Idré, de Amoussou Bruno, qui était déjà hétéroclite et qui n'était vraiment pas, qui était comme un panier à crabes, si on peut ainsi parler. Pour aller au second tour, il fallait que le président, le parti, le PRD, qui était venu en 3e position, arbitre cette compétition entre le président Soglo et le président Kérékou. Et le PRD, contre toute attente, a basculé du côté du président Kérékou. Contre toute attente. Parce que tout le monde se disait que le PRD irait du côté du président Soglo et contre toute attente de sa part, lui-même, le président Soglo. Le PRD s'est retrouvé là-bas. Alors, résultat, c'est que le président Kérékou devait composer avec des courants politiques hétéroclites et ensuite devrait pouvoir faire de sorte qu'il puisse exercer le pouvoir dans la tranquillité, mais dans le même temps ne pas faire de sorte que le pouvoir retourne dans les mains du président Soglo les 5 ans après son exercice. Et donc cela a donné lieu à beaucoup de choses. On ne va pas pouvoir entrer dans les détails, mais ce qu'on peut dire, c'est que les divisions de notre pays ont commencé là. Les divisions nord-sud, existaient, quoi. Mais donc là, vous mettez le curseur sur l'origine ou bien la genèse d'une résurgence du fait ethnique. Oui, absolument. Le débat politique au Bénin. Absolument. C'est que quand, parce que nous parlons de démocratie, nous voulons parler donc des réformes qui sont en cours. Pourquoi est-ce qu'on a maintenant 200 et quelques... Parce qu'effectivement, il faut que ceux qui nous suivent puissent comprendre. Oui. Si effectivement le professeur a choisi l'approche diachronique pour nous rappeler un peu l'histoire politique de notre pays, le Bénin, c'est parce que nous ne pouvons pas comprendre la quintessence, le bien fondé ou non, la pertinence ou non des réformes actuellement en cours, si nous ne faisons pas recours justement à ce passé. Ah, voilà. Et c'est très important de partir de là, parce que c'est là, à partir donc de la prise de pouvoir du président Kérékou qu'il fallait maintenant voir comment on gère le pays et on garde le pouvoir. Puisque justement, nous avons nous-mêmes, en tant que citoyens, fait de la politique la politique des hommes et non la politique des idées. Okay? Donc, on oppose toujours l'un à l'autre. Vous pouvez le voir aujourd'hui. Hein? On a opposé Kérékou à Soglo, ensuite on a opposé Kérékou à Mbedi, et puis après on a dans le jeu. Oui, c'est Amoussou n'a pas été comment on l'appelle, opposé à quelqu'un. C'est-à-dire souvent c'est deux personnes qu'on oppose. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire celui qui a gagné les élections et celui qui l'a perdu. Donc deviennent des rivaux que nous opposons les uns aux autres. Vous allez voir
quand nous sommes allés à la décentralisation sous Kérékou, la mairie de Cotonou, Soglo se présenta comme un candidat, on l'a pris, contre les candidats de Kérékou. Donc, vous voyez à peu près, c'est un peu cela, notre démocratie, c'est qu'on prend, on prend celui qui a gagné les élections et celui qui ne les a pas gagnées, on les oppose et eux aussi jouent ce jeu. Et donc vous verrez que après donc Kérékou Soglo, on est passé à Kérékou Mbedji, puis parce que Amoussou était en fait dans le gouvernement de Kérékou, donc ne pouvait pas être un opposant en tant que tel. C'est pourquoi on a parlé de match amical en 2001, à la présidentielle en 2001. Alors ensuite on a opposé Mbedji à Yaïboni, et puis on a enfin opposé donc le clan Yaï qui finissait le pouvoir et qui était donc piloté par Lionel Zissou. On l'a opposé au président Talon, et le président Talon s'étant sorti vainqueur, le président Yahi, surfant sur sa popularité, a voulu toujours garder la main sur la politique du pays, mais le président Talon, avec la forme de gouvernance qui a été mise en place, a réduit les marges d'influence de son prédécesseur immédiat, mais n'en demeure que la rivalité, elle est là. Les deux sont les figures aujourd'hui de proue de notre politique nationale. Docteur Paul-Marie Ressou, est-ce que vous avez alors l'impression actuellement que la politique basée autour des hommes continue d'avoir une prédominance sur celle des idées? Absolument. Absolument, et c'est là le problème, c'est là, on a parlé de démocratie, donc démocratie du Parlement, c'est là le vrai problème de notre pays, et tant que nous n'en sortons pas, nous allons toujours avoir des situations très difficiles. On a eu des situations difficiles en 2019, 2020, 2021, je pense que si ça ne nous a pas enseigné que nous devons construire maintenant une nation assise sur des briques de pensée, et de sorte que cette nation puisse prospérer sur des fondations solides d'idées, c'est-à-dire qu'on oppose celui-ci, on oppose ce camp à l'autre, parce que ce camp peut-être se dit oui, peut-être oui, moi je suis contre l'avortement, moi je veux une société de liberté, moi je veux une société où l'État joue peu de rôle, où l'autre dit non, moi je veux une société où l'État joue un grand rôle. Non, moi je veux une société où les entreprises jouent un rôle. C'est ça qui normalement doit être le soubassement des débats politiques chez nous, mais c'est malheureusement pas cela. C'est plutôt lui il a fait ceci à l'autre, l'autre a fait ceci à ceci, à celui-ci. Et ça donne donc un débat, une querelle de co-épouses. Et on est dedans à tout moment. On est dedans à tout moment en luttant les uns contre les autres, au lieu de lutter contre les problèmes qui minent notre société, qui minent notre nation. Voilà. Justement. Alors moi, je vous écoute et j'écoute effectivement aussi d'autres universités sur la question démocratique. J'écoute aussi les acteurs de premier plan qui portent en leurs mains, en leur sein, disons, le débat politique dans les différentes sphères de pouvoir, notamment exécutif et puis législatif. Vous avez sans doute aussi remarqué le diagnostic qui a été posé par, disons, ceux qui nous gouvernent actuellement. Cela a donné corps à des réformes, nous en parlerons dans un instant. Est-ce que sur le diagnostic qui est posé, on a parlé de démocratie débridée, de démocratie incapable de produire, de secréter un chef d'État, de démocratie, disons, frappée par une déconfiture totale avec une prolifération des clubs électoraux au lieu des partis politiques? Cela a conduit à des réformes
parfois à tort ou à raison taxé de réforme à pas de charge. Est-ce que sur le diagnostic, vous partagez le fond des idées développées? Oui, il faut partager le fond des idées, c'est-à-dire qu'il faut partager le fait que une démocratie qui s'octroie 200 partis politiques comme partis pour animer le pays est une démocratie minée, sérieusement minée et handicapée. Mais d'où est né, donc, c'est cela qui m'a mené à faire un peu l'historique là. D'où est né, donc, cette flambée de partis politiques là, c'est justement, comme je le disais, le président Kérékou, qui, en son temps, devrait gouverner avec une coalition. Et puis, la coalition ne pouvait pas marcher. Et donc, ça a commencé à poser des problèmes. La première année de sa gouvernance, après son retour, le président Adrien Mbedi démissionna de sa position de Premier ministre. Et je veux faire remarquer quelque chose. C'est-à-dire qu'on a nommé le président Adrien Mbedi Premier ministre. Ça n'existe nulle part dans les tests de la République, le poste de Premier ministre. Parce que nous avons opté pour un régime présidentiel. Pur et dur. Donc ça n'existe nulle part. Et vous allez constater que, en fait, les gouvernants de notre pays se sont tout le temps écartés du test ou des tests qui nous régissent pour, je ne sais pas, créer une forme ou un système politique qui s'éloigne en réalité du système qui se trouve dans nos tests. Je vous ai tout le temps entendu souvent parler il négocie avec la loi. Oui, ben justement, il négocie avec la loi, parce que c'est un peu comme s'il porte une veste, donc la loi, ça les sert trop, et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut l'enlever, et puis bon, créer un cadre, un environnement semi-légal qui correspond à leur envie de gouverner à leur envie ou à leur plan de gouverner le pays. Et c'est cela qui nous a conduit à tout ce que nous avons. Vous voyez, vous avez dit, on a parlé de la flambée. Alors, quand le président Adrien Mbedi a démissionné, qu'est-ce qu'on a fait? On a poussé à la création d'un PRD nouvelle génération, conduit par un certain Fassassi. Dans le temps, aujourd'hui, regardez, naissent des partis comme, on a dit FCBE, quelqu'un crée quoi? FDBE. Vous voyez à peu près? Quelqu'un crée Restaurer l'Espoir, quelqu'un crée Restaurer quoi, je ne sais pas. Vous voyez à peu près? Donc c'est un peu ça ce qui se passe dans notre pays. Il y a comme si les acteurs politiques béninois s'enferment dans un mimétisme, disons, pourri. On peut le dire comme ça? Mais c'est nourri par ceux qui ont gouverné, hein, puisque et c'est ça qui est le mal, parce que quand on a dit qu'on veut corriger ça, on a oublié que c'est en fait les gouvernants eux-mêmes qui nourrissent ça, puisque vous savez bien, vous êtes d'accord avec moi, si nous prenons simplement l'histoire du FCBE, de FCBE jusqu'à l'heure, je ne sais pas s'ils ont disparu ou s'ils vont revenir, je ne sais pas. Moi j'avais déjà dit que ça c'est un phénomène qui va disparaître dans le temps, c'est un phénomène politique qui ne va pas durer. Et les élections les élections passées nous ont prouvé que c'est peut-être pas un phénomène durable. Mais si nous prenons le FCBE, devenir et puis de l'autre côté FDBE, FCDBE du professeur Soumanou Touleba. Bon, voilà. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui sur quoi est assis CDBE. Je constate que vous avez même du mal à prononcer le... J'ai du mal parce que j'ai du mal parce que bon, moi franchement c'est des phénomènes et c'est ça ce qui s'est passé depuis le président Kérékou. Donc on a créé PRD nouvelle génération dans le nord. Il y avait certains partis qui essayaient de faire choses là, par l'AFIA. Donc, on a essayé de créer... On a dupliqué.
Et dans l'ouest, oui, l'ouest en allant vers le Togo, il y avait un contrôle du PSD sur les deux départements, là, on a scindé ça en deux, il y a un parti AD, quelque chose là, qui est né au Mono, et puis on a renvoyé le PSD vers le Koufo. Donc, et puis, pour réduire l'influence de Hongwedi, bien sûr, en créant, pour contrôler Akpakpa et autres, là, pour lui damer le pion, Akpakpa et autres, on a créé, comme je l'ai dit, PRD Nouvelle Génération, mais dans le plateau, est né le parti qu'on appelle le coq, ou bien le coq ou la coque, écoutez, vous rappellerez de ça. Voilà, donc et voilà à peu près le départ de la multiplication des partis politiques. C'est-à-dire qu'il fallait contrer l'influence des uns et des autres qui avaient donc une influence plus large dans le temps. Il fallait réduire cette influence et pour le faire, on suscite. Et pour le faire, c'est pourquoi j'ai dit que c'est les gouvernants qui font ça. Puisqu'ils nomment des ministres. Dans les régions. Ils nomment des ministres dans les régions. Et donc, c'est ces ministres qui créent des partis. Où ils nomment, comment on l'appelle, directeur de Sonapop, de Sonapra, et ceci, et cela, et ils créent des partis pour contrer celui qui a l'influence dans cette partie. Pour continuer pas à donner la rente politique dans leur région, on crée des partis, non seulement pour marquer des coups à des leaders charismatiques influents, mais également on pourrit comme ça l'espace public. L'espace public, et avec les ressources de l'État, bien sûr, puisque ces ministres sont payés par l'argent de l'État. Il y avait aussi le trafic des ressources publiques. Ah, bon, ne me faites pas le dire, mais ce qui est sûr, au moins leur salaire et ce qu'ils gagnent, si c'est ça qui leur permet de créer des partis, au moins c'est sur la base de ça que, enfin, c'est l'État qui paye ça, c'est nous qui payons ça. Donc nous, en tant que citoyens... Parce que les OSC ont la plupart du temps dénoncé, disons, l'abus et l'utilisation abusive des moyens de l'État à des fins privées comme à des fins politiques aussi. Hein. Maintenant, ce que je venais de vous décrire, ramenez-vous maintenant à l'époque Yaïboni, 2016, 2020, 2006, 2016. Et regardez comment maintenant il l'a utilisé à fond pour saucissonner le pays, pour disons, chaque fois qu'il y a opposition ici et qu'elle est trop forte, il faut descendre cette influence en opposant à celui qui est influent quelqu'un. Et on l'a fait même presque dans les villages, dans les quartiers, dans les trucs, dans les hameaux. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Mais est-ce que ce n'est pas une stratégie politique aussi, hein? Mais c'est une stratégie politique. C'est une stratégie politique, c'est-à-dire diviser pour régner. Mais la conséquence est qu'au niveau national, nous avons des partis qui parfois ne représentent que celui qui les a créés dans son petit salon, si je peux ainsi parler. C'est la raison pour laquelle donc les partis émiettés, les partis de quartier, de famille, dans cette condition, ont été incapables de générer alors de vrais leaders nationaux. Oui, bien sûr, mais c'est ça. Et d'ailleurs, que quand ils créent les partis, ces gens-là, quand ils créaient les partis, ils les créaient ils n'ont pas d'influence au-delà de leur quartier, parfois de leur région. Ils parlent une langue et c'est ça qui permet de faire ceci. Et parfois, ils opposent les frères les uns aux autres dans leur région. Voyez à peu près. Bon, on ne va pas remuer le couteau de la plaie, mais il est important de rappeler cela et de dire que c'est ce qui s'est passé. Et si vous vous rappelez bien tout ce que j'ai dit, c'est que, il y a les gouvernants eux-mêmes, c'est-à-dire celui qui a le gouvernement en main, enfin celui qui a l'exécutif, le pouvoir exécutif en main, qui donc utilise les uns et les oppose aux autres. Et pour le faire, c'est le moyen de l'État qu'on utilisait. On n'utilisait pas autre chose que personne allait... Bon, c'est vrai que certains ont dit dans ce pays qu'ils finançaient ci, ils finançaient ça, mais d'accord, mais avant tout, quand on nommait un ministre qui crée des partis, c'est d'abord l'argent du contribuable qu'on lui paie, qu'il utilise pour créer des partis et pour faire des choses comme ça. Et donc, c'est cela qui nous a amené à la démocratie qu'on appelait Nescafé. Sous Bonigaï.
Bien sûr. Ancien chef d'État. Voilà, bien sûr. Démocratie Nescafé. Mais il faut remarquer que cette démocratie-là, qu'on appelle Nescafé, donc c'est fait par des petits ou des roitelets, on va dire, dans chaque coin du Bénin qu'on a créé, et qui a été créé par l'action politique de celui qui avait l'État ou le pouvoir exécutif en main, à des moments donnés. Alors maintenant, pour corriger cela, le diagnostic qui est fait, c'est que oui, nous ne pouvons pas suivre, nous ne pouvons pas aller de l'avant au développement, puisque pour que les gens aillent aux élections, par exemple, parlementaires, donc les gens, j'ai un parti qui n'est pas influent, qui n'est influent que dans Dogo. Alors, ce que je fais, je m'allie à quelqu'un qui a des gens qui ont des influences ici et là. Dans la 11e circonscription, dans la 12e. Voilà. Et donc, mais quand on est élu dans ces conditions, on n'est pas élu pour un idéal qu'on défend. Chacun voulait donc se faire élire en tant que chef pour être dominant pour que il continue donc de bénéficier donc de sa position politique dans le pays. Et donc né alors, disons, on va dire le syndrome du chef. Oui, le syndrome du chef, le Béninois en souffre, tu le sais. Le Béninois en souffre énormément. Ouais. On les appelle, si on ne vous appelle pas président, on vous appelle secrétaire général, on vous appelle directeur, voilà. C'est ça, le Béninois, c'est ça. Et tout le monde... Même lorsque vous omettez... voilà, le titre, voilà. Bon, ça pose problème. C'est une décharge électrique sur vous. Hein. Exactement. Et donc, vous voyez à peu près, c'est ça. Si on ne plonge pas dans ça, on ne peut pas comprendre ce qui se passe maintenant et on ne peut pas savoir si ce qui se passe maintenant augure d'un lendemain meilleur. Alors, je marque la trêve en même temps. En vous écouter, on se rend compte que sur le diagnostic posé par ceux qui nous gouvernent actuellement, vous êtes plus ou moins en accord avec le diagnostic. Maintenant, alors, sur la thérapeutique, qu'est-ce que vous en dites? Parce que là, c'est là où ça devient plus intéressant. Il y a eu assez de clivage dans l'appréciation qu'on pourrait faire sur la thérapeutique. Parce que là, pour corriger le mal, on a actionné le levier de la législation, on a voté des lois comme force de coercition pour que les acteurs politiques puissent rentrer dans les rangs, même s'il y a par ailleurs quelques résistances. Alors, nous avons envie de vous écouter, Dr Paul-Marie Ressou, sur la question, qu'est-ce que vous en dites? Oui, je crois que je crois qu'il est dit quelque part dans les livres, les livres les plus importants de ce monde, que nul ne sera justifié par la loi. Et si peut-être la loi a permis, parce que enfin, nous avons trop manipulé la loi ces derniers temps, c'est ce que je constate. Et on est parti donc d'un système où chacun allait dans son sens, et on en est venu à un système où c'est un régime, je ne vais pas dire de loi, et il faut faire attention à ne pas glisser dans la manipulation des lois pour en faire un contrôle sur les ordres. Ce qui développe un pays, ce qui fait que, parce que la réforme telle qu'elle a été faite, on appelait ça la réforme du système politique. Partisan. Du système partisan. Et cette réforme, telle qu'elle a été faite, moi, elle me laisse plusieurs arrière-goûts. Si vous voulez, on peut discuter des arrière-goûts, tout en discutant de ce qu'il est nécessaire de faire cette réforme. Qu'est-ce que vous y mettez? Bien, je vais vous donner un exemple très simple. Un système, pour qu'il puisse durer, doit emporter l'adhésion de tout le monde. Je veux dire, pour que toutes les réformes mises en place par le président Talon puissent durer, il faut que toutes ces réformes puissent emporter l'adhésion des hommes. Si les réformes n'emportent pas l'adhésion des hommes, vous savez, c'est le professeur Albert Thévo, il dirait qu'il nous a appris dans ce pays que l'homme est révocable. L'homme est révocable.
cela signifie simplement que l'on le veuille ou pas, on finira par mourir. Mais on ne veut pas laisser derrière soi des spectacles que nous avons vus en Afrique ici, en Côte d'Ivoire, si on veut le dire, le Gabon, si on veut le dire, le Togo, si on veut le dire, tellement de pays qui ont eu une situation où on croyait que ces pays-là sont partis et tout était beau, et puis paf, le dirigeant n'est plus là, et ça a donné naissance à tout ce que vous connaissez, donc l'incapacité désormais d'aller de l'avant dans la sérénité. Et donc, si les hommes, les réformes n'emportent pas l'adhésion des hommes, c'est-à-dire la foi des gens, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les réformes emportent la foi des gens. C'est la conviction des gens. La foi suffit pour tout faire. La foi est plus forte que toute autre chose, conviction, ou tout ça vient de la foi. La foi est au-dessus de tout. Donc, il faut aller chercher la foi des uns et des autres, plutôt que de leur dire, je vous l'impose. Vous l'imposerez, c'est un peu comme ce que Chinua Achebe a écrit. Je ne sais pas, vous connaissez le petit livre de Chinua Achebe, The Trouble of Nigeria, le problème avec le Nigeria, c'est-à-dire le trouble avec le Nigeria. Et dans ce livre, il a démontré que les changements dans les sociétés ne peuvent être durables que si les hommes adhèrent à ces changements. Et si les hommes n'adhèrent pas, et les hommes sont préparés, et vous savez, l'homme, lui, il est révocable, mais la société, c'est-à-dire le pays, lui, il est éternel. Donc, vous aurez beau faire des réformes qui n'emportent pas la foi des hommes, et vous allez croire que même n'étant pas au contrôle, vous serez parti, mais ça va perdurer, c'est faux. C'est faux parce que les hommes ont cultivé dans leur cœur la décision qu'ils vont remettre ça en cause, et ça peut durer, quelqu'un peut venir, peut faire la même chose, un autre viendra et sera un fou, il sera un fou, comme je l'ai souvent dit, si on a un fou aujourd'hui, un plus fou pourrait venir, et c'est ça le danger. Et donc il est important de construire un système qui permette à, quel que soit le fou, rappelez-vous Rawlings, ce qu'il a dit, et sur son pays, quand il conduisait le pays, ce qu'il a pensé, ce qui a animé sa pensée et ses actions tout le temps, c'est qu'il faut construire le pays de sorte que même si un fou vient demain, qu'il ne remette pas ça en cause. Parce qu'en ce moment, vous l'avez déjà planté dans le cœur des hommes, et quand c'est dans le cœur des hommes, c'est difficile pour quelqu'un de venir, de dire je vais remettre ça en cause, parce qu'il verra les hommes face à lui. Et quel que soit ce qu'il fait, il verra les hommes face à lui. Alors, donc, la réforme du système telle qu'elle a été faite, donc me laisse plusieurs arrière-goûts. Le premier arrière-goût, je vais vous le dire, c'est cette tendance à sortir de la neutralité la Sénat et les institutions qui organisent les élections, et à confier donc tout ça là à l'exécutif, puisque c'est un point fondamental de la conférence nationale, de la discussion. Et n'en déplaise à ces gens qui pensent que la conférence nationale en a produit que des papiers à déchirer, à jeter. Heureusement que les élections, même les élections passées, leur ont prouvé qu'ils ont tort. Ils ont tort de penser que la conférence nationale, je dis à un point précis, je parlais de Mouel, des gens de Mouel qui pensent que, Mouel Bénin, qui pensent que la conférence nationale n'a rien produit de bon, et qu'ils vont créer un autre système qui va nous gouverner. Mais la population, ou du moins les électeurs, ont démontré que ça n'emporte pas grand-chose dans l'opinion publique. Mais la conférence nationale, si nous nous en tenons à elle, nous a produit un système, et pour éviter donc des conflits, on a fait de sorte que les institutions qui organisent les élections soient indépendantes de l'exécutif.
est totalement indépendant de l'exécutif. Mais c'est toujours le cas actuellement? Non, du tout pas. Alors, comment ça? Nous avons toujours la Sénat qui organise les élections. Oui, bien sûr, mais la Sénat s'appuie sur des documents qui doivent venir de l'administration. La conséquence est qu'il y a des partis qui ne peuvent pas aller aux élections à cause de ci ou à cause de ça. Est-ce que ce n'est pas du ressort des citoyens d'être en règle vis-à-vis de l'administration pour avoir les papiers? L'administration a les moyens de récupérer ce qu'elle veut récupérer. Elle n'a pas besoin des élections pour récupérer chez les citoyens ce qu'il faut récupérer. Alors, pour être plus clair, vous choisissez là le quitus fiscal, pour être plus clair. Il y a le quitus fiscal, il y a même la réforme au niveau de la Sénat qui fait donc la séparation direction de si. Il y a la DGE et puis il y a le conseil électoral. Et la DGE dépend de qui? De l'administration publique. Mais la DGE est sous directement le conseil électoral, monsieur Rossou. Le conseil électoral. Parce que la Sénat réformée présente désormais deux organes. Il y a le conseil électoral qui patronne toute l'institution dirigée par Saka Lafia. Et puis il y a l'organe technique qui est incarné par la direction générale des élections, qui a un directeur général qui est recruté par justement les 5 membres du conseil électoral. Oui, le conseil électoral est représenté par, est nommé par qui? Mais vous le savez très bien, le code électoral fixe les règles de désignation depuis le Parlement. La minorité et puis la majorité désignent les membres qui doivent siéger. Nous sommes retrouvés dans une situation où il n'y avait pas de minorité, où la minorité et la majorité se trouvent dans le même camp. On dirait aussi que peut-être c'est une parenthèse de l'histoire politique qu'il faut refermer, notamment avec maintenant l'entrée au Parlement du Parti Les Démocrates, et que prochainement, ce parti aura l'occasion de désigner son représentant. Je veux le croire, mais moi j'insiste à dire qu'il faut rendre indépendant. Il faut sortir tout ce qui est administratif de l'organisation des élections. Parce que les élections sont vitales pour la démocratie. Vous avez dit qu'on fait un peu référence à des exemples comme justement parce que voilà, cette démocratie aussi est ailleurs. Vous savez que Donald Trump devait beaucoup d'impôts à l'État. Et ça a été dit pendant les campagnes. Pourtant, il est devenu président de la République. Et après, on est encore en train de le poursuivre pour question d'impôts. Donc, l'administration a ses moyens de récupérer les impôts et on doit l'éloigner des questions politiques. Parce que les questions politiques, c'est des questions très sensibles. Et des questions qui amènent parfois de la violence. C'est des questions qui sont passionnées. Et donc, il faut enlever de là tout ce qui peut être des choses qui permettent de dire bon, écoutez, ce que disent tous les citoyens aujourd'hui au Bénin, c'est que le président Talon a mis il a fait ça pour pouvoir contrôler les élections. Je ne sais pas si vous comprenez. Même si aujourd'hui, même si pour lui il ne l'a pas fait pour ça, mais il faut dégager ça. Peut-être bien aussi que c'est un procès d'intention, peut-être que c'est pas l'idée poursuivie. Non, mais le résultat est là. Mais je voudrais croire. Le résultat est là, que nous avons fait 3 élections et le problème de participation d'un camp ou de l'autre aux élections s'est posé. Mais je voudrais croire, monsieur Rossou, je sais que vous n'avez pas là, voilà, donc de débiter sur la question, de contrôler la question. Vous avez là au moins de répondre aux questions directement. Je voudrais croire que vous ne faites pas l'apologie, disons, d'une stratégie de tricherie avec le fisc béninois ou les citoyens qui ne sont pas en règle. Vous ne pouvez pas encourager ça. Dites-moi, le fisc béninois n'a-t-il pas existé depuis que nous faisons les élections au Bénin? Mais on a décidé maintenant de passer le cap. Quel cap? Et que les mœurs soient... Bon, ok. Et qu'est-ce que nous faisons pour les citoyens qui ne vont pas aux élections? Vous voulez nous diriger, messieurs, mettez-vous en règle, c'est l'idée que je écoutez, je dis, le fisc béninois a les moyens, pour ceux qui vont aux élections, comme ceux qui ne vont pas aux élections, de récupérer ce qui lui est dû. Je ne sais pas si vous voyez. Donc vous ne liez pas le citoyen modèle qu'on veut construire avant de le mettre dans la position du pouvoir, vous ne liez pas ça avec les réformes. Le citoyen modèle,
On veut construire. Parce que là, il faut être moi, je veux bien savoir. Non, je veux bien savoir ce citoyen modèle là, il représente quoi, surtout dans notre pays. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on envoie au Parlement, par exemple, ou qu'on élise un chef d'État qui ne soit pas, disons, un citoyen modèle? Le citoyen modèle à partir du fisc, vous voulez dire? Ben écoutez, il est parlementaire. C'est l'État qui paie son salaire, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut récupérer là ou non ce que le fisc il doit au fisc? Moi, je ne sais pas. Un prélèvement à la source. Moi, je n'ai pas dit ça, mais vous voyez qu'il y a des possibilités, que ce n'est pas nécessairement en bloquant sa participation qu'on a réglé un problème, plutôt qu'on crée des problèmes de tension. C'est ça ce qui se produit dans le pays. Il ne faut pas créer des tensions autour de ce qui n'est pas nécessaire, autour de ce qui ne nécessite pas de la tension. C'est-à-dire que si la personne est élue, on peut récupérer l'argent même à la source, comme vous le dites. Mais si la personne n'est pas élue, on peut toujours récupérer l'argent parce que désormais, on sait que maintenant, il faut qu'on le récupère l'argent. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a un citoyen que vous pouvez appeler modèle qui soit allé aux élections dans notre pays? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'en ai pas encore vu. Maintenant, il est possible qu'il y en ait. La réforme tend à construire ce modèle. Non, mais la réforme doit éviter, toute réforme doit éviter les frustrations, les crispations, les conflits. Est-ce que moi, je venais de vous démontrer, si vous voulez qu'on me croie, que on n'a pas besoin d'amener problème de fisc dans les élections pour pouvoir continuer d'être un pays modèle. Est-ce que toute réforme n'enferme pas en elle-même sa dose de mélancolie, parce que aucune réforme ne peut susciter l'unanimité non plus? Ça c'est une fausse histoire que les gens racontent. Toute réforme qui promeut l'homme, toute réforme qui promeut l'homme, ça peut faire des mécontents, ça fait des mécontents. Mais promenez votre micro, puisque nous sommes à la radio, promenez votre micro dans les populations et demandez si les réformes qui produisent des crispations, où le pays va en crise. Parce qu'une réforme peut créer des mécontents comme moi. Je subis ça dans mon coin et puis c'est bon, quoi. Mais les réformes qui créent des mécontentements de masse et qui créent des conflits, non, il faut s'en passer. Il faut s'en passer parce que justement, vous voyez, je vais dire une chose, peut-être que je me trompe moi, mais on a crispé notre pays depuis, au lieu de développer le système politique. Okay? Au lieu que même les réformes là, que ça se développe, que ça produise un système, comme je le dis, qui dure après le président Talon, on a crispé les réformes sur donc les conflits qu'il y a autour des réformes. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'en a pas fini. On n'en a pas fini. La preuve, vous avez vu, premier jour au Parlement, l'opposition monte au créneau, regardez le discours. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Il faut qu'on sorte de ces choses et qu'on concentre l'énergie de tout le monde sur le développement. C'est-à-dire que si le président Talon fait de développement, il faut bien qu'on sache les autres qui vont venir là, quel type de développement ils veulent faire. Il faut bien que les réformes, ou du moins que le débat politique ne soit pas crispé par des questions qui en fait ne nous avancent pas. Parce que moi je le dis très sincèrement, l'une des choses, donc, comme je le dis, qui ont des arrière-goûts, c'est ça. Il faut que les élections, les institutions qui sont les institutions qui sont sur la chaîne d'organisation d'élections jouissent d'une neutralité, qui restaure d'ailleurs la confiance des citoyens, parce que vous voyez 62% ou je ne sais plus combien ne sont pas allés aux urnes. Et pourquoi? Vous trouverez beaucoup d'explications, mais l'une des explications, c'est que les citoyens de moins en moins ont de confiance dans les institutions. Est-ce que ce n'est pas peut-être facile, ou est-ce qu'on ne va pas déceler une certaine faiblesse dans l'argumentaire que vous posez si on exonère de facto
les Béninois, ce sont des Béninois qui occupent les postes au sein de ces institutions. Que faisons-nous alors de la conscience républicaine, citoyenne, lorsqu'on occupe des fonctions à charge publique comme des questions d'organisation d'élections? Parce que là, si on impute chaque fois la faute, disons, aux occupants des zones de pouvoir qui ont aussi besoin de contrôler, c'est normal, c'est d'essence humaine, il faut peut-être comprendre ça. Mais en face, si ceux qui occupent la fonction aussi se complaisent à se laisser phagocyter et à jouer le jeu, alors ça veut dire que nous avons un problème. Je voudrais vraiment que nous comprenions bien cette question d'élection et de, comment dirais-je, et de lutte d'un camp avec l'autre, en sachant que, vous voyez, par exemple, l'élection aux États-Unis. On va prendre cet exemple pour que vous voyez à peu près. L'élection aux États-Unis se faisait en novembre. Et vous savez, déjà, ils sont déjà encore partis pour une autre élection, 2024, je crois. Mais 2024, ils ont une autre élection. Voilà. C'est exactement, nous étions à mi-terme. L'autre fois, quand Trump était au pouvoir, le président Trump était au pouvoir, et il était question maintenant de lancer la campagne pour la présidentielle qui venait 2 ans plus tard. Et si vous avez suivi le discours du président Trump depuis le lancement de cette campagne jusqu'aux élections et après les élections, c'est qu'il a tout le temps été dans la position de celui qui accuse. Je ne sais pas si vous comprenez. Celui qui accuse de possibilités de fraude. Et pourtant, il avait l'exécutif en main. Il avait l'exécutif en main. Cela suppose que les Américains ont construit un système qui est indépendant du judiciaire, du législatif et de la, comment dirais-je, et de la... Du législatif, vous dire. Du législatif, du judiciaire et de l'exécutif. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que nous construisions un système électoral qui soit indépendant de toute institution, de toute autre institution. Et pour construire cela, vous comprenez maintenant ce pourquoi je disais que le système a des arrière-goûts. Voilà, donc que la réforme plutôt a des arrière-goûts. Donc, et si nous ne construisons pas cela, moi j'ai toujours dit une chose. Le président Talon, en voulant prendre le pouvoir en 2016, nous avait promis une certaine démocratie. Et si vous retournez dans les documents de ce temps-là, vous verrez cette démocratie-là, c'est la démocratie de nos rêves. En fait, et on peut dire qu'il a capturé dans les mots, à travers ce document, les rêves que chaque Béninois, fait de la démocratie dans son pays. Mais comme je l'ai dit, il y a eu vraiment, on a eu des traversées de désert, des traversées de marées, on a eu beaucoup de traversées. Et maintenant, je crois, depuis qu'il a repris, enfin, pour ce deuxième mandat, il a dit des démocratie, liberté et bonne gouvernance. Alors, le mot démocratie est revenu. Ça veut dire que, et si nous sommes dans le deuxième mandat et le dernier, il a maintenant les coups de franche, comme nous le connaissons d'ailleurs, très très courageux pour aller vers les réformes, pour construire un système indépendant de toute institution. De sorte que, quand lui-même ne sera plus au pouvoir, il soit protégé. Parce que c'est ce que j'ai toujours dit. En fait, c'est le citoyen qui est protégé lorsque nous avons construit un système où chacun se retrouve. C'est le citoyen qui est protégé. Quand lui-même ne sera plus au pouvoir et il faut donc qu'on puisse faire des élections et qu'il a peut-être il soutient un camp comme l'ancien président d'aujourd'hui qui soutient un camp. Donc il faut que le système ne dépende pas
de celui qui est au pouvoir. Alors, en clair, nous allons, docteur Paul-Marie Ressou, nous allons tout à l'heure faire un tour à la régie pour écouter, disons, un extrait de ce qui s'est passé et ce qui se passe au Parlement. Mais est-ce que, en un mot, vous voulez dire, écoutez, cette affaire de les membres qui doivent siéger à la Sénat sortiront du Parlement, de l'exécutif et tout, finissez, c'est terminé. C'est ce que vous voulez dire? Les membres Parce qui qu'actuellement, ceux qui siègent à la Sénat sont désignés depuis le Parlement. Alors, est-ce que vous voulez nous dire, parce que vous parlez d'un système indépendant à construire pour organiser les élections, est-ce que si vous êtes demandé de faire une proposition, vous allez mettre un coup d'arrêt à ce processus? Oui, moi je mettrai un coup d'arrêt à ce processus. Et les noms sortiront d'où? Oui, les citoyens qui vont les désigner? Oui, c'est possible qu'on élise. On fait une élection. Bien sûr. C'est possible. Direct, le citoyen élit les membres de la Sénat. C'est une option. C'est une option. Ce qui permet d'ailleurs aux membres de la Sénat de se sentir libérés des pressions de toutes les autres institutions. Un peu comme aussi les membres de la Cour constitutionnelle qui vraiment, me semble-t-il, ont un tel pouvoir qu'il faut que désormais les citoyens élisent directement plutôt que l'on passe par des nominations ici, des nominations là qui aboutissent. Vous êtes un passionné, disons, assumé des questions d'élection pour pouvoir au poste dans les institutions. Oui. Comme c'est un mécanisme de désignation. Oui, parce que, et ce n'est pas n'importe quelle élection, hein, ce n'est pas que les pairs vont aller se réunir et élire n'importe quoi, mais moi je crois que le suffrage populaire doit être sollicité pour élire. Alors, vous voyez que certains ont répandu l'idée selon laquelle les élections ça coûte ceci, ça coûte cela. Bon, c'est une vérité, mais écoutez, il faut bien payer pour cela. Les États-Unis font les élections presque toutes les années. Vous imaginez? Mais l'économie américaine n'est pas comparable à l'économie. Ils faisaient, ne regardez pas aujourd'hui, parce que souvent les gens, ils ont tendance à dire, bon oui, ils sont développés, ça fait longtemps qu'ils travaillent, mais ils faisaient ça depuis. Ils faisaient ça depuis qu'ils n'étaient même pas encore une puissance. Il faut se rappeler que les États-Unis sont partis d'un niveau où ils n'étaient pas une puissance et ont développé les systèmes qu'ils ont développés pour atteindre ce niveau-là. Alors donc, il ne faut pas nous dire, nous on bénéficie d'un certain nombre de choses d'ailleurs, c'est-à-dire des choses qui nous tombent dessus seulement et qu'on prend d'ailleurs, qu'ils avaient plutôt travaillé à construire. Ils ont travaillé à construire ces choses et ils l'ont fait parce qu'ils savent. C'est pour cela que le pouvoir, comme on a dit dès le départ, le pouvoir est distribué entre les trois branches. Parce qu'ils savent qu'un homme, quel que soit ce qu'il est, il n'y a pas un homme à qui on donne le pouvoir et qui veuille être neutre et faire de la neutralité. Non. Même s'il y en a qui font comme ça, c'est qu'il y en a un qui viendra et qui va vous bouleverser tout cela. Et donc, il faut construire un système qui, résiste à tous les hommes forts qui vont venir, mais aussi un système qui rassure tous les citoyens et qui leur permet de dire oui, nous on a confiance à notre système et nous pouvons faire foi à cela. C'est cela qui a, si vous voulez que j'ajoute cela avant qu'on aille à écouter l'élément que vous voulez faire passer, c'est cela qui a fait que c'est la confiance en leur système qui a fait que vous avez 81 millions d'Américains qui sont sortis pour aller voter. Jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Et pendant que 81 millions sortaient pour aller voter pour le président Donald Trump, pour le président Biden, qui est au pouvoir actuellement, 74 millions sortaient pour voter pour le président Donald Trump dans le temps. Donc, vous voyez, c'est que le système que nous devons construire, c'est un système de quoi? Celui qui est au pouvoir, il ne peut pas être un ange. Même les anges, je ne sais pas, je n'ai jamais vu les anges gouverner, mais... Bon, les anges ont leurs défauts. Ils peuvent avoir leurs défauts. On n'a pas encore le temps de le voir. Ils peuvent avoir leurs défauts. Mais celui qui est au pouvoir, nous devons limiter ses capacités
à exercer le pouvoir et ne pas lui donner. D'ailleurs, même, vous savez, notre culture, la culture béninoise, n'a jamais, c'est-à-dire la culture traditionnelle, n'a jamais donné le pouvoir et la totalité du pouvoir à son chef. Jamais. Maintenant, je ne sais pas d'où vient ce système-là. Même le système démocratique n'autorise pas ça. Vous voyez à peu près. Mais nous avons créé un système où le chef a la totalité du pouvoir et ça là n'est même pas constitutionnel parce que notre constitution parle donc de l'équilibre des pouvoirs. Il faut restaurer donc, disons, les principes démocratiques. Alors, docteur Paul-Marie Rousseau, nous allons faire un tour à la régie pour suivre ce dossier politique dans lequel la rédaction de OCFM revient bien entendu sur les premiers pas de la 9e législature, puisque nous parlons dans cette émission de la démocratie. Il y a aussi la démocratie parlementaire. Que se passe-t-il au palais des gouverneurs à Porte-Novo depuis l'installation des députés de la 9e législature? Élément de réponse à suivre ici et maintenant. C'est des groupes parlementaires qui sont fondés sur des idéologies et des convictions propres. Le parti Union progressiste Le Renouveau, dont les 53 députés, se sont réunis dans un seul groupe parlementaire dirigé par l'honorable Akenatonde, élu de la 24e circonscription électorale, soutient le programme d'action du gouvernement et s'engage à créer avec rigueur, compétence et sagesse les conditions de la pérennisation des orientations stratégiques. Akenatonde. Notre groupe parlementaire s'engage résolument à consolider les acquis démocratiques du Bénin à travers le vote de loi et le contrôle de l'action gouvernementale qui impacte positivement le vécu quotidien de nos concitoyens. Les députés de l'Union progressiste Le Renouveau sont prêts à travailler avec toutes les autres composantes du Parlement béninois qui partagent les mêmes idéaux. Et ceci dans la fraternité, la convivialité et le respect mutuel. Dans la déclaration de constitution du groupe parlementaire Bloc républicain, il ressort que les 28 députés du parti restent fidèles à la gouvernance du chef de l'État Patrice Talon, dont la détermination et l'engagement se déclinent à travers des réformes courageuses qui ont donné un nouvel élan au Bénin. Le président de ce groupe parlementaire, Hassan Seydou. Le groupe parlementaire Bloc républicain reste membre actif de la majorité présidentielle et travaillera à animer, renforcer et consolider la majorité parlementaire dans la droite ligne de ses missions dévolues aux parlementaires. Le député BR s'attellera à légiférer, à contrôler et à interpeller au besoin l'exécutif. Le groupe parlementaire Bloc républicain se veut un groupe caractérisé par son sérieux, son respect du vaillant peuple béninois, ainsi que son souci constant de la promotion des valeurs républicaines. Le groupe parlementaire Bloc républicain prend l'engagement de défendre les valeurs de liberté économique, gage de prospérité et de sécurité sociale pour chaque citoyen de notre nation. De son côté, le Parti des démocrates reste dans sa ligne éditoriale. Les 28 députés de la formation politique, réunis au sein du groupe parlementaire dénommé les démocrates, restent demeurés des opposés au régime en place. Le président du groupe parlementaire, Nouredou Achadé. Le Parti Les démocrates est un parti d'opposition à la gouvernance du président Patrice Talon. Nous, députés, signataires de la présente déclaration, sommes de l'opposition et de la minorité parlementaire. Nous comptons jouer pleinement le rôle qui est le nôtre, voter les lois que nous jugeons nécessaires pour le bien-être des populations. Après le groupe parlementaire, place à faire à la formation et à la composition des commissions permanentes. Et là, la mise en place de ces commissions s'est déroulée dans un climat de confusion. Les députés du Parti Les démocrates ont opté pour la politique de la chaise vide au prétexte qu'ils ont été lésés de la répartition des postes au niveau des 5 commissions permanentes. Nouredou Achadé. Je témoignais en ces termes notre disponibilité à travailler avec toutes les tendances de cet hémicycle. Je constate que tel n'est pas le cas avec les camarades de la majorité qui n'ont pas compris le message et qui ce soir ont montré leur grande hégémonie et se sont accaparés de tous les postes de commission, violant ainsi la décision DCC 11-047 du 21 juillet 2011 de la Cour constitutionnelle. Mon groupe parlementaire condamne cette forfaiture
et ne saurait s'associer à cette manière de saquer la démocratie moderne dans notre pays. C'est pour cela, Monsieur le Président, mon groupe parlementaire va se retirer pour laisser la majorité parlementaire continuer à se distribuer les postes. Cette attitude n'a pas handicapé la poursuite des travaux. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Baoumou-Vlavourou. Ce qui est sûr, c'est que le règlement intérieur n'impose pas à l'Assemblée de distribuer les postes tels que vous le pensez, puisque les rapports que j'ai eus, il a été question qu'on vous a offert des positions que vous avez refusées. Ainsi donc, la commission des lois de l'administration des droits de l'homme sera dirigée par le député Orden Aladati. Celle des finances et des échanges est présidée par Gérard Bedochi. La commission du plan, de l'équipement et de la production C3 a pour président Lambert Gombono. Victor Topalou, quant à lui, dirige désormais la commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales. Et enfin, la commission des relations extérieures, de la coopération et développement, de la défense et de la sécurité C5 est dirigée par le député Abdel Gounou. Dossier politique signé Israël Silla Roué Nyagbo de la rédaction de Océan FM. Alors, docteur Paul-Marie Rossou, retour dans ce studio. Il y avait de l'électricité un peu dans l'air au Parlement. Vous avez sans doute suivi, disons, le député Nourenou Achadé. Revenons d'abord sur l'ambiance qui a prévalu à l'installation ou à l'élection des présidents des commissions. La majorité parlementaire a emporté les 5 postes de présidence des 5 commissions parlementaires, ce qui n'a pas été du goût des députés du parti Les Démocrates, seul parti d'opposition au Parlement, qui a claqué la porte et annonce un recours devant la Cour constitutionnelle. Commentaire. J'espère qu'ils sont très vite repartis au Parlement parce que c'est pas ce qu'on veut d'eux. Il faut être au Parlement pour parler au Parlement et plutôt que de claquer la porte. Il ne faut pas claquer la porte. Moi, je ne le crois. Je ne crois vraiment pas en cela. Je ne suis pas partisan de ceux qui pensent qu'il faut aller faire une lutte extérieure pour conquérir le pouvoir, qui passera nécessairement par la violence. Okay? Mais moi, je pense plutôt qu'il faut être de l'intérieur. Il faut faire le combat de l'intérieur, tout en allant à la Cour constitutionnelle, revenir à la table et continuer les discussions. C'est normal. Ils toujours, hein, voilà. Oui, c'est normal. Ils ont plaidé pour, disons, au moins avoir une concession d'un poste de présidence. Ils ne l'ont pas eu. On leur a, pour reprendre l'expression du président Louis Vlavourou, on leur a offert des positions qui ne leur ont pas plu et ils ont décidé, pour manifester leur mécontentement, de sortir au moins du Parlement et laisser la majorité continuer les opérations électorales. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire cela. Chaque fois que vous savez, hein, le Parlement américain, okay, nous y sommes. Il y a une majorité et il y a une minorité. Au Sénat, il y a une majorité et il y a une minorité. Et bizarrement, sous ce mandat, donc les majorités et minorités se sont inversées. Donc à la Chambre, au Congrès, voilà, des représentants, c'est le Parti républicain qui est majoritaire. Et puis au Sénat, c'est le Parti démocrate qui est majoritaire. Ce qui est important à retenir, et moi je le dis, ne jamais faire le truc là, la politique de la chaise vide. Ce qui est important à retenir, c'est que qu'il soit sorti ou qu'il ne soit pas sorti, est-ce que les autres sont revenus sur leur position? Non. Mais qu'ils soient dedans ou qu'ils soient dehors, ils ont la capacité de saisir la Cour constitutionnelle. Donc, il ne faut pas donner l'impression du radicalisme. Qu'est-ce qui vous gêne? C'est des questions d'image qui vous gênent ou la forme choisie pour protester? Oui, la forme choisie qui est de sortir du Parlement, je pense qu'il ne faut pas le faire. Je pense sincèrement, hein, c'est ce que je pense, hein, ça c'est moi, ma pensée, ok, qu'il faut plutôt rester dedans et marquer la majorité par les culottes, montrer chaque fois là où la majorité exagère, parce que après tout, c'est les électeurs qui décident.
C'est les électeurs qui décident. Si les électeurs ont vraiment décidé que c'est la majorité qui est là, qui fait chose là, c'est votre présence là, et en mettant à nu les excès qu'ils s'autorisent, c'est en mettant à nu ces excès que les électeurs vont se dire non, mais ceux-ci ne sont pas sérieux. Donc vous n'êtes pas convaincu ou satisfait par au moins la démarche qui a consisté pour le parti Les Démocrates, par exemple, de monter à la tribune, de s'adresser au président de l'institution, Louis Vlavonou, en déposant sur sa table, en exposant publiquement devant micro et caméra les griefs qui étaient portés par ce groupe parlementaire, à savoir ce qu'ils ont appelé peut-être la confiscation de tous les postes de présidence, et puis on leur a confié seulement les postes de secrétariat. C'est ce qui nous a été rapporté au sein donc des 5 commissions. Est-ce que moi sur la démarche, ils n'ont pas quand même tenté quelque chose avant de se retirer? Je suis d'accord qu'ils protestent à l'intérieur. Je suis d'accord qu'ils déposent toutes les motions qu'ils vont déposer à l'intérieur du Parlement, mais n'est jamais sorti du Parlement. Ce n'est pas une option à faire. Sortir du Parlement, ce n'est pas une option. À aucun moment, c'est-à-dire, il ne faut pas laisser une seule minute à la majorité d'être au Parlement seul. Alors, vous êtes théoricien de la gouvernance d'État, très avisé des questions aussi parlementaires, puisque vous avez une vue assez large sur la dynamique parlementaire dans la démocratie occidentale et aussi sur le continent africain. Alors, est-ce que cette crise, je pourrais peut-être oser l'expression, cette crise précoce et prématurée entre la majorité et la minorité parlementaire ne dénote pas ou bien ne renseigne pas sur l'incapacité des acteurs politiques à dialoguer entre eux pour pouvoir nous aider à éviter d'autres crises plus graves demain? Oui, non, mais rappelez-vous d'où nous venons. Rappelez-vous d'où nous venons. Nous venons d'une situation où ces acteurs, ces mêmes acteurs étaient en train de se tirer là-dessus il n'y a pas longtemps. Et donc, ça ne va pas aller de sitôt qu'ils se retrouvent et qu'ils travaillent dans la paix. Et rappelez-vous aussi que toute majorité a tendance à écraser la minorité, et ce qui a fait la loi de la majorité, elle n'est pas suffisante pour une démocratie. Il n'y a pas que la loi de la majorité. Il y a aussi d'autres considérations qu'il faut ajouter à la loi de la majorité pour que la démocratie se porte bien. Mais bon, justement dans ce cas précis, puisque je continue d'appeler, disons, de rappeler votre spécialité, parce que vous êtes au cœur de la démocratie en tant que théoricien, vous êtes dans la conception. Sur ce cas d'exemple, qu'aurait-il fallu faire? Est-ce que, pour vous, la majorité dans un Parlement peut s'octroyer tous les postes systématiquement au mépris peut-être de la minorité? Non, au vu d'où nous venons, la majorité, comme je l'ai dit, ne doit pas s'appuyer simplement sur la règle de la majorité. Parce qu'il y a aussi les traditions, il y a les coutumes. Il y a les coutumes parlementaires, il y a les traditions parlementaires. Et il y a aussi un pays à réconcilier. Il y a un pays à réconcilier. À partir de cet instant, si nous mettons toutes ces considérations dans la balance, la majorité doit savoir raison garder à des moments donnés pour permettre à ce qu'on voit, comme je le dis en réalité, et c'est pour cela que je fustigeais la position qui consistait à sortir du Parlement. Parce que quand vous sortez du Parlement, vous donnez l'impression d'être radical dans vos positions. Alors que ce dont il s'agit ici, c'est un peu de jouer le jeu de la communication politique. Vous connaissez la communication politique. Elle s'appuie sur quatre éléments. Ok, je connais bien les éléments en anglais, mais moi je vais y aller en français. C'est mettre en lumière vos forces, ok, et d'évaluer les forces de l'autre, mettre en lumière les faiblesses de l'autre et d'évaluer vos propres faiblesses. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est à ce jeu-là qu'il faut jouer constamment. Qu'il faut savoir que à tout moment où j'agis, je dois avoir les lecteurs dans mes viseurs.
et me dire, ma position, je dois affaiblir les forces de l'autre, je dois dévaluer les forces de l'autre, et je dois affaiblir. Si la majorité, c'est à partir du moment où vous exposez la majorité comme étant une majorité qui veut vous écraser, vous voyez, la sympathie de l'humain va vers où? Va vers celui qui est faible. Donc, naturellement, donc il faut vraiment jouer avec la communication politique. Les 4 éléments, c'est Paul Grice, Paul Grice qui a développé la théorie. Donc, de 4 éléments de la communication politique qui consistent donc à affaiblir, à dévaluer plutôt la force de l'autre. Donc, dévaluer la force, c'est exposer la personne comme un usurpateur qui se croit tout permis parce qu'ils ont la majorité. Vous voyez à peu près, quand vous mettez ça dans l'esprit des gens, le cœur des uns et des autres va vers le faible. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut donc ne pas donner dans le sens d'être extrémiste, sinon moi je craque la porte. Non, il ne faut pas faire dans ce sens. Il faut jouer le jeu politique avec toutes les données de communication politique qu'il faut pour que le peuple, parce que c'est après tout le peuple, il n'y a que 3 ans pour faire ce Parlement-là. Donc, il n'y a que 3 ans. Et sur ces 3 ans, le peuple jugera et votera demain. Peut-être la majorité, elle est de ce côté, et le peuple se dira, mais bon, on leur a donné la majorité, voilà ce qu'ils ont fait, maintenant on va donner la majorité à d'autres personnes, même si, bon, ok, comme je le dis, moi toujours, les résultats des élections restent à clarifier. Alors, on va progresser dans cette émission, mais avant, pour, disons, faire une synthèse sur, disons, cette parenthèse parlementaire ouverte dans cette émission, que doit-on attendre de cette 9e législature pour bonifier davantage et lever les standards de notre démocratie? La première des choses, c'est que ce Parlement puisse servir effectivement de transition. Une transition veut dire que il y a des choses du passé qui vont encore demeurer, mais il faut les gommer progressivement, les gommer et faire de sorte que ces choses n'existent plus. Et ces choses du passé, c'est donc cette tendance-là à l'hégémonie, ou une tendance, on avait le monopole du Parlement, et maintenant on a une majorité au Parlement, et donc il ne faut pas transformer cette majorité-là encore en un autre monopole, un autre monopole par rapport à l'action parlementaire. Et il faut aussi faire de sorte que le Parlement se réconcilie avec le peuple. Parce que notre Parlement a été en disgrâce vis-à-vis de la population. Je précise bien. Notre Parlement a été en disgrâce vis-à-vis de la population sur plusieurs plans. Et désormais, on veut voir un Parlement réconcilié avec le peuple. Et que la majorité elle-même, retrouve cette réconciliation-là et se sente à l'aise dans cette réconciliation pour que le peuple désormais se sente vraiment représenté. Parce que c'était ça le défaut que nous avons dans le Parlement qui est passé, c'est qu'on ne se sentait pas représenté. Et donc, il y a un glissement d'une représentation qui tendait vers moins l'infini, pour aller vers une représentation qui tend vers plus l'infini, pour que les uns les autres se sentent vraiment, disent vraiment, oui, ce Parlement nous représente, ce Parlement est à notre image. Mais c'est, comme je le dis, c'est une transition, et donc persisteront donc les tendances qui ont prévalu dans les 4 dernières années, mais il va falloir les gommer progressivement et faire de sorte que, oui, que l'on ne dise pas que le Parlement est encore à la solde de l'exécutif, et que le Parlement puisse parler au nom du peuple, au nom de la population. L'autre manche de la question, les questions de redevabilité existent. Les citoyens trop passifs ne peuvent pas contribuer aussi à cette restauration de la démocratie. Pour ne pas faire une analyse à sens unique, oui, les parlementaires ont une responsabilité, mais pendant les 3 années, au cours des 3 années, que devront faire nos concitoyens béninois pour pouvoir aussi permettre aux parlementaires d'être productifs?
Oui, les citoyens béninois doivent garder toujours cette veille-là par rapport au comportement des uns et des autres. Je sais que nous avons vraiment un débat citoyen assez élevé, même si ces dernières années ça a été éprouvé. Ok, nous avons un débat citoyen assez élevé et les citoyens doivent continuer de garder cette posture de veille sur tout ce qui se passe et de continuer de miroiter aux uns et aux autres ce qu'ils font, ce que ça représente pour eux. Parce que si de plus en plus les députés de la minorité, et c'est pourquoi je parlais de la communication politique. Les députés de la minorité doivent mettre en lumière les faiblesses des députés de la majorité et d'évaluer leurs forces. Et d'évaluer leurs forces. De la même façon, les députés de la majorité doivent non pas s'enfermer dans une suffisance, mais aussi voir la stratégie de comment d'évaluer la force de la minorité et faire de sorte que leurs faiblesses soient mises en lumière. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Très bien, nous allons refermer la parenthèse purement politique de cette émission et remonter les pavés, les rues, le bitume, disons au Bénin, pour prendre la direction, on va dire, des universités publiques. Nous savons que le chef de l'État a aussi un rêve dans ce monde universitaire pour restaurer donc les mœurs et puis restaurer aussi l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. À cet effet, il a procédé il y a quelques jours à l'installation de la délégation au contrôle de la déontologie et à l'éthique. Nous allons faire un tour à la régie pour justement écouter, disons, ce que disait le chef de l'État au palais de la Marina. L'avènement de la délégation générale au contrôle et à l'éthique, j'en suis convaincu, sonne l'heure du retour des valeurs dans le secteur de l'enseignement supérieur au Bénin. Ce secteur, parce qu'il contribue au plus haut niveau à la formation des citoyens, est essentiel pour le développement. Aussi, pour retrouver ses lettres de noblesse, doit-il, ce secteur, subir sa cure de réforme. Si dans un premier temps, nous avons travaillé à réorganiser sa gouvernance, il restait encore à s'attaquer au champ de l'éthique, de la pédagogie, de la déontologie et de la qualité. Car à la vérité, il est un besoin pressant d'engager l'assainissement des mœurs, de promouvoir la conscience professionnelle et de veiller à la qualité du contenu des enseignements. Le tout afin que l'éthique et la qualité cessent d'être simplement de jolis mots sans contenu réel. Il fallait donc agir impérativement. Agir pour redonner confiance à nos enfants, aux apprenants ainsi qu'à leurs parents. Agir donc pour dire aux enseignants vertueux, dévoués et dotés de compétences pointues, régulièrement mises à jour, qui n'ont pas tort de l'être. Et à ceux qui s'écartent des normes professionnelles et éthiques, qui, quoique diplômés, n'ont pas l'expertise et se complaisent dans la routine, que cela ne saura prospérer plus longtemps. Désormais au Bénin, celui qu'on dénomme communément professeur d'université devra être un expert dans sa discipline. Et son expertise devra régulièrement être évaluée par d'autres experts de renommée internationale. Il devra savoir transmettre ses connaissances et être d'un professionnalisme irréprochable. Il devra aussi et surtout s'interdire toute liaison ou tentative de liaison amoureuse avec son apprenant. Aussi me plaît-il de rappeler que désormais au Bénin, les grades du CAMES ne donneront plus automatiquement droit aux fonctions d'enseignement dans le supérieur public. Une qualification complémentaire sera requise à partir de maintenant. Mesdames et messieurs les délégués, au regard de votre mission et de vos prérogatives, vous comprenez aisément mon enthousiasme au moment de vous renvoyer à vos fonctions. En effet, vous avez compétence pour intervenir aussi bien dans le public que dans le privé, pour faire respecter les règles d'éthique et de déontologie, pour évaluer ou faire évaluer les enseignants et sanctionner au besoin tout manquement. Vous êtes donc désormais les gendarmes des mœurs, de la déontologie
et de la qualité dans le monde universitaire. Votre action résolue est attendue pour sonner la fin de la routine, de l'incompétence et des déviances professionnelles et comportementales, ou pour les faire sanctionner avec la dernière rigueur. À cet effet, je voudrais féliciter chacun de vous pour le choix porté sur vos personnes. Qu'il s'agisse des plus jeunes parmi vous ou des plus anciens, ou des moins capés dans la hiérarchie universitaire, vos parcours et vos diverses expériences vous créditent de la confiance nécessaire pour aborder ce chantier si dense et si délicat. Je n'ai donc aucun doute que vous saurez vous montrer à la hauteur des attentes de notre nation. La nation dont les enjeux de développement exigent que nous ayons des enfants bien formés, des enseignants dévoués et responsables, notamment dans l'enseignement supérieur. L'université, l'enseignement supérieur, les écoles supérieures en général, les facultés et autres, c'est au lieu du savoir, comme nous disons, où le sens de responsabilité, le sens du devoir et de l'honneur doivent plus que jamais guider les différents acteurs qui interviennent. Je sais pouvoir compter sur vous, mesdames et messieurs les délégués au contrôle et à l'éthique, pour y contribuer fortement. Mon soutien personnel vous est acquis, comme celui de mon gouvernement tout entier. Il vous appartient maintenant de mériter notre confiance et par-delà celle de la nation béninoise. En cette occasion exceptionnelle de l'installation de la délégation, je me dois de vous rappeler avec insistance que vous devez veiller à la promotion de comportements vertueux, au contenu des enseignements et au bon comportement des enseignants. Je me plais à le répéter sans cesse. Et s'il y a des disciplines pour lesquelles les compétences avérées de contrôle ne sont pas encore disponibles au Bénin, vous avez la latitude de faire appel à des experts étrangers, sans limite. C'est dire que rien ne peut ou ne doit vous empêcher d'accomplir votre mission comme il se doit. Avec audace, soyez donc les instruments du renouveau de l'enseignement supérieur au Bénin. Docteur Paul-Marie Rossou, nous n'avons malheureusement plus beaucoup de temps. Nous signale-t-on donc du côté de la régie, mais vous venez d'écouter le chef de l'État. Des réformes viennent de poser leur valise également à l'université. Ben, moi, excusez-moi de rire un peu. Je ne ris pas des réformes ni de ce que le chef de l'État a dit, hein, mais c'est-à-dire que c'est assez complexe ceci. On a comme l'impression que les réformes visent toujours à figer l'homme dans une certaine position donnée, mais aucun homme, quelles que soient les lois que vous prenez, l'homme ne peut être figé. Bon, je ne sais pas s'il existe dans d'autres pays des gendarmes pour voir ce que les uns les autres font. Je vais vous dire une chose, hein, moi, je crois que le président de la République a vraiment de grandes ambitions pour son pays. Ça, il faut le reconnaître, il faut le constater. Seulement, si il y a problème de mœurs à l'université, je ne sais pas. Hein. Est-ce que c'est au-delà des problèmes de la nation? Je crois qu'il y a quelques mois ou quelques années, a éclaté au cœur même de l'ORTB une histoire de mœurs, ou bien peut-être que je me trompe. Je ne sais pas si je me rappelle bien. Il y a eu un problème de mœurs au cœur même de l'ORTB. Je ne sais pas si on a pris, à partir de cet instant, une loi pour réformer, donc pour la réforme des mœurs au niveau de tous les organes de presse au Bénin. Je ne sais pas si ça a été fait. Le problème des mœurs n'est donc, si nous prenons la situation de l'ORTB, n'est donc pas une situation particulière à l'université. Et bon, la réforme pouvait donc se faire sans qu'on ne mette l'accent sur ça. On peut parler d'autres choses, quoi. Parce que moi, je vais vous dire, hein, il y a beaucoup de professeurs à l'université là qui font beaucoup de choses. Très rapidement. Vous avez encore une minute, monsieur Rossou. Deux choses merveilleuses. Malheureusement, parce qu'on peut développer cette histoire pendant même l'heure et demie là. Il y a des professeurs qui font des choses merveilleuses au campus d'Abomey-Calavi, dont l'État ne se sert du tout pas. Il y a
des professeurs qui produisent tout le temps. Mais il y a aussi des difficultés dans la production, parce que si vous prenez ces professeurs, vous allez constater que c'est pas leurs propres moyens qu'ils arrivent à produire. Je vais vous donner un exemple très simple. Prenez la connexion à l'université d'Abomey-Calavi. Connexion, je dis connexion Internet, qui devrait aider la recherche à l'université d'Abomey-Calavi. La connexion est presque nulle à l'université. Je dis presque nulle à l'université d'Abomey-Calavi. Bon, vous pouvez faire l'essai, vous allez au campus d'Abomey-Calavi, vous allez voir ce que deviendra votre propre connexion sur votre portable. Vous prenez la communication, même l'appel téléphonique au campus, ça pose des problèmes, c'est difficile de le faire. Vous prenez les enseignants qui font dans la recherche, qui se démerdent et qui produisent des choses, vous allez constater qu'ils le font à leurs propres frais, souvent à leurs propres frais. Et donc, les fonds de recherche dont ils doivent bénéficier, d'équipements dont ils doivent bénéficier n'existent pas. Ils le font à leurs propres frais. Et moi, je crois qu'on peut mettre l'accent sur ces choses publiquement, et ne pas mettre l'accent sur donc, les problèmes de mœurs. Parce que les problèmes de mœurs ne sont pas spécifiques à l'université d'Abomey-Calavi, puisque, comme je viens de vous le dire, l'OATB a été la première institution à nous mettre à la face du monde les problèmes de mœurs au Bénin. D'accord. Voilà. Docteur Paul-Marie Rossou, théoricien de la gouvernance d'État, vous êtes fin observateur de la vie politique au Bénin. Merci d'avoir répondu à ma question. Et merci. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. M'avoir invité. J'ai comme l'impression que 1h30, c'est très vite passé. Ça passe très vite. Bon. On a d'ailleurs dépassé l'heure. Voilà, donc merci aussi de nous avoir suivis depuis vos différentes positions d'écoute. À dimanche prochain.